Spinalcom. Make any building smart. Spinalcom, on est une société éditrice de logiciels avec deux logiciels particuliers qui sont le Spinalcore, le BOSS Building Operating System, sur lequel on pourra revenir dans un prochain webinaire, et des solutions de BIM gestion exploitation qui sont vraiment l'objectif de la démonstration de ce matin. Et bien sûr, en plus d'être éditeur, on peut proposer des services d'accompagnement et de mise en œuvre de cette démarche. Donc, au dernier webinaire sur l'état des lieux de la BIM gestion exploitation maintenance, on avait vu comme conclusion intermédiaire que cette étape de gestion exploitation maintenance, déjà, est beaucoup plus longue que l'étape de construction. On va accompagner le bâtiment et l'infrastructure pendant des dizaines d'années. On a vu que cet environnement aussi rassemblait plus d'acteurs. On avait les directions mobilières, on avait des occupants, on avait des gestionnaires de services, on avait des gestionnaires de la maintenance, on avait des propriétaires, on avait des asset managers, des property managers. Donc, on avait déjà beaucoup plus d'acteurs que, je dirais, simplement les acteurs de l'acte de la construction avec un maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre et une entreprise de construction. On avait aussi beaucoup plus de systèmes d'information. Ces étapes d'exploitation maintenant sont déjà plus outillées que les étapes de construction. Donc, des outils de gestion d'entreprise de type ERP, de gestion des espaces de type IWMS, de gestion de la maintenance de type GMAO, de gestion documentaire, etc., etc. Donc, on est vraiment déjà dans un milieu, dans un terreau où les acteurs se sont outillés pour pouvoir, je dirais, soutenir l'ensemble de ces processus d'exploitation et de maintenance du bâtiment pour une durée de 40 ans. Si on se place d'un point de vue de la donnée, on a vu qu'aussi on avait une profusion incroyable de données. On a vraiment le bâtiment qui est une usine de production importante de données. Donc, on a l'ensemble des données, je dirais, descriptives du bâtiment, des plans, des spécifications, des notices, des fiches d'achat, mais on a aussi l'ensemble des données d'usage du bâtiment. Donc, on peut citer des plannings, des calendriers, des réservations. Et bien sûr, maintenant que le bâtiment est en service et a été construit, l'ensemble des données dynamiques du bâtiment. Donc, les données de confort, les données de contrôle d'accès, les alarmes, tous les meubles connectés et les IoT qu'on peut mettre dans le bâtiment. Du coup, on a vraiment un environnement dans le BIM gestion exploitation maintenance qui est plus complexe en acteurs, avec plus de systèmes d'information et plus de données. Donc ça, c'était une conclusion intermédiaire sur laquelle on va revenir aujourd'hui dans notre démonstration. Ensuite, on a essayé de qualifier ensemble ce qu'était la gestion exploitation maintenance. C'est extrêmement large. Effectivement, chaque métier, chaque acteur a ses propres processus. Qui plus est, on a quand même réussi à, je dirais, abstraire ces différents besoins à travers, donc on a repris la pyramide de Maslow qui explique le besoin en exploitation maintenance avec 5 étapes. La première étape, bien sûr, c'est connaître et savoir. Sans données qui décrivent mon patrimoine, je ne fais aucun processus. Une fois que ces données, elle est acquise, il ne faut pas que je la garde pour moi, il faut que je puisse la partager en sécurité et l'organiser pour l'ensemble des acteurs. On a vu que on avait un parterre d'acteurs plus important. Une fois que cette donnée, elle est commune, on peut commencer de la collaboration. Du coup, on peut commencer à l'utiliser et l'interagir. Ça veut dire faire des workflows, faire des processus métiers sur lesquels on va venir vous faire une démonstration ce matin. Une fois qu'on a réussi à collaborer ensemble, commencer à automatiser, à connecter les systèmes d'information entre eux pour faire circuler la donnée automatiquement, pour avoir de la performance et de l'efficience. Une fois qu'on a de la donnée de qualité à jour et qui circule, enfin, on pourra espérer demain avoir des algorithmes pour pouvoir corréler, prévoir et analyser, et du coup s'appuyer sur toutes les méthodologies d'apprentissage profond ou d'intelligence artificielle. Mais je dirais, faisons d'abord ces étapes 1, 2, 3, 4 ensemble. Ce matin, on va vous présenter et on va insister particulièrement, je dirais, sur les étapes 1, 2 et 3 qui font vraiment, je dirais, le socle classique de la gestion exploitation maintenance. Et on va essayer de limiter les sources de données à les sources BIM, les sources documentaires, qui sont vraiment, je dirais, les deux fondamentaux de la gestion du bâtiment. Et on verra dans un prochain webinaire rajouter des sources de données un peu plus complexes que sont les automatismes et les interactions avec les API. Écoutez, voilà pour cette introduction. On voulait replanter le décor. Du coup, ce matin, on va vous présenter nos différents outils et plateformes basés sur les étapes 1, 2, 3 de cette pyramide de Maslow du besoin GEM. Et dans un deuxième temps, dans un prochain webinaire, on pourra, voir les éléments. Eh bien, écoutez, je vais laisser la place à Jérémy, qui va vous montrer notre suite applicative Spinal Twin. C'est une application qui permet de progressivement intégrer, paramétrer et puis réaliser et partager, bien sûr, l'ensemble de ce qu'on appelle le jumeau numérique du bâtiment et de
d'utiliser des applications sur ce jumeau numérique. Alors, première chose qu'on fait sur cette application, c'est qu'on vient charger une maquette BIM. La première chose, c'est de décrire le bâtiment. Le premier socle de la pyramide, c'est de bien décrire ce bâtiment. Alors, on a un outil qui est parfait pour ça aujourd'hui, qui s'appelle le BIM. Et donc, cette maquette BIM, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient l'importer sur la plateforme à travers, on a des outils pour ça. Donc, on a un outil qui s'appelle le Drive, dans lequel on peut venir charger des maquettes BIM. Ces maquettes BIM, on peut ensuite venir les importer dans ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et ce jumeau numérique, on peut l'ouvrir avec plusieurs applications. Et donc là, la première application que je vous montre, c'est le Studio, qui permet de visualiser concrètement cette maquette BIM et commencer à enrichir ou à utiliser ou à traiter les données. Donc, quand on a cette maquette BIM, on a un viewer BIM sur lequel on peut venir récupérer l'ensemble des données de la maquette BIM telles qu'elles sont fournies par, là c'est un export Revit, donc des données telles qu'elles sont organisées et fournies par Revit. Donc vous retrouverez ici ce qu'on retrouve de manière classique dans tous les outils qui utilisent par exemple ce viewer, qui est Autodesk Forge, dans lequel vous pouvez retrouver la liste de vos équipements avec l'ensemble des catégories d'équipements, des familles d'équipements, des typologies d'équipements, et puis ensuite chaque équipement d'un type particulier, où vous retrouvez l'ensemble des données issues de la maquette, donc plutôt les données statiques. Première chose qu'on fait quand on reçoit une maquette comme ça, il faut la préparer pour l'exploitation. La préparer pour l'exploitation, ça veut dire qu'on va commencer à l'enrichir, à créer des groupes, à l'organiser pour qu'elle soit exploitable. L'organisation qui est fournie nativement, on va dire, dans Revit, avec toutes ces catégories d'objets, familles d'objets, typologies d'objets, c'est une organisation qui est très intéressante pour la phase de conception-construction. C'est pas tout à fait les organisations qu'on utilise quand on est en exploitation. Premier outil qu'on peut utiliser dans cette maquette, c'est ce qu'on appelle la création d'un contexte géographique ou l'organisation d'un contexte géographique. Donc là, j'ai un bâtiment qui s'appelle le D8, qui a 2 étages. Ces 2 étages, chacun des étages comporte des pièces, puis les pièces comportent des équipements. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on a des outils qui permettent d'organiser la donnée en bâtiment, étage, local, équipement, et de pouvoir par exemple cliquer sur cet étage et de pouvoir zoomer sur un étage en particulier. Alors cette étape-là, elle se fait avec une application qui est en haut ici, qui s'appelle générer un contexte spatial. Et donc là, je vais pas vous le faire parce que c'est une étape qui peut prendre parfois un petit peu plus de temps, mais tout est expliqué sur le centre de ressources. C'est la première étape qu'on arrive pour générer, qu'on réalise pour générer ce contexte spatial. Une fois qu'on a réalisé ce contexte spatial, on a une première organisation de données, ou une deuxième plutôt, après celle de Revit, organisation de données qui nous permet de regarder le bâtiment de plusieurs manières différentes. Donc là, je le regarde en bâtiment, étage, local, équipement. Je zoome sur un local. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? L'objectif, à partir de là, c'est de commencer à enrichir cette maquette. Alors l'enrichir, il y a plusieurs manières de l'enrichir. La première, ça peut être d'ajouter de la documentation, ça peut être de réorganiser les données pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Et donc là, on a plusieurs outils qui permettent, quand je clique par exemple sur un équipement, de pouvoir soit lui ajouter de la documentation, et on a d'autres outils qui permettent de créer des groupes aussi d'équipements, de pièces, etc. Donc une fois que j'ai ce premier contexte, ou cette première organisation, cette première arborescence géographique, j'ai une liste d'étages, une liste de salles, une liste d'équipements, et je vais pouvoir maintenant ajouter des choses sur ces équipements. Alors là, je vais prendre par exemple un climatiseur, je vais aller sur sa documentation, et dans la documentation, je peux par exemple vouloir lui rajouter une URL qui correspond à manuel d'utilisation. Donc là, j'ai trouvé là c'est un climatiseur Daikin en ligne, j'ai trouvé un manuel d'utilisation, je prends l'URL de ce manuel d'utilisation, et puis je peux venir simplement l'ajouter dans ma plateforme. Donc je peux venir ajouter simplement cette URL, et cette URL elle va me permettre d'associer à cet équipement en particulier une documentation particulière. Et donc je peux venir ajouter des fichiers, je peux venir ajouter des URL, je peux venir ajouter des attributs aussi. Donc j'ai tous les attributs par défaut d'un équipement, par exemple, mais je peux venir ajouter aussi d'autres choses dessus. Cet équipement, je peux soit venir lui ajouter de la documentation en direct. Donc là, je vais récupérer, je vais aller chercher un document qui est sur mon Drive ou sur le Drive ou directement un document qui est sur mon disque dur. Je vais prendre un document sur mon disque dur je prends ma charte BIM, j'ajoute ce document sur cet équipement et puis je peux l'ajouter pour faire en sorte de pouvoir ensuite télécharger ce document à façon. Maintenant, ça c'est intéressant quand je le fais équipement par équipement, mais souvent ce qu'on veut faire, c'est non pas rajouter de la documentation équipement par équipement,
ou des objets ou des attributs équipement par équipement. Par contre, ça va être de venir ajouter ces objets ou cette documentation sur un ensemble d'équipements, sur un groupe d'équipements. Donc là, on a deux manières pour faire ça. Première manière pour faire ça, je crée un groupe d'équipements. Donc là, j'ai créé un groupe d'équipements actifs dans lequel je retrouve tous mes équipements, et je retrouve tous mes équipements qui sont mes climatiseurs Daikin. Alors comment est-ce que j'ai créé ce groupe? Je vais vous créer un autre groupe d'équipements qui vont être tous mes luminaires, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on crée ce groupe. Quand on crée un groupe, on a un bouton en haut ici, dans ce qu'on appelle la top bar, qui permet de créer des groupes. Alors je peux créer des groupes d'équipements, de pièces ou autres, donc là je recrée un groupe d'équipements. Là ça me donne tous les groupes d'équipements que j'ai déjà réalisés, et ici je peux rajouter un autre groupe qui va être par exemple luminaire. Je lui associe une couleur, je sauve. Donc maintenant, j'ai associé un nouveau groupe de luminaires, je sauve. Et donc, vous voyez dans mon arborescence ici, d'équipements actifs, maintenant j'ai les équipements de Clim Daikin et j'ai mes luminaires. Comment je fais pour ajouter un ensemble d'objets ou d'objets BIM à ce groupe luminaire? Donc, regrouper tous les équipements de même nature dans ce groupe. Je vais rechercher dans mon arborescence Revit, par exemple. Je vais aller sélectionner un luminaire ici, chercher dans mon arborescence BIM. Je vois la liste de l'ensemble de mes luminaires qui sont en bleu, et je vais simplement cliquer sur le bouton plus ici, et ça va me permettre de regrouper tous les objets de cette nature dans ce groupe. Donc une fois qu'on a réalisé ça, ce qu'on peut faire, c'est deux choses. On peut cliquer sur le groupe lui-même, aller dans la documentation de ce groupe, et puis commencer à associer des URL à la documentation de ce groupe. Donc là, j'ai tous mes luminaires. Alors je vais le faire plutôt, pas sur les luminaires, mais plutôt sur les climatiseurs, puisque j'ai la documentation ici. Donc je prends tous mes climatiseurs, je vais dans leur documentation, je vais voir dans les URL, et je rajoute une URL. Je peux associer globalement une documentation à l'ensemble des équipements de ce groupe. Et donc cette documentation, si par exemple j'ajoute ici, je vais télécharger ce manuel, donc je télécharge dans mes téléchargements, hop, j'enregistre ce manuel d'utilisation. Ensuite, je vais ici rajouter un document. Ce document, je vais dans mes téléchargements, je vois ici le manuel qui a été téléchargé, je l'ajoute. Donc je me retrouve avec un document qui n'est non pas associé à un équipement, mais qui est associé à tous les objets de ce groupe. Ce qui veut dire que si je clique sur un équipement actif, donc Daikin, maintenant cet équipement actif se retrouve dans le groupe Daikin, et si je clique dedans, je retrouve cette documentation, voilà, quel que soit l'équipement, et je peux venir la télécharger. Donc vous voyez que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe d'objets Daikin, donc tous les climatiseurs, tous les cassettes de climatisation Daikin. Dans ce groupe d'objets, à ce groupe d'objets, je lui ai associé un document PDF directement au groupe, et comme tous les objets qui sont en dessous appartiennent à ce groupe, là maintenant, quand je clique sur n'importe quel objet et sur leur documentation, je vois tous les groupes auxquels appartient cet objet, donc je vois qu'il appartient au groupe d'équipement Daikin, et je peux accéder directement à la documentation de cette manière. Alors je reviens juste en arrière. On vous a dit qu'on pouvait faire ça sur des groupes, et vous voyez que cet équipement Daikin, ce qui est très intéressant, c'est que je vais par la même manière non seulement voir qu'il est associé au groupe d'objets type cassette de climatisation Daikin, mais je vois aussi qu'il appartient au groupe qui est pièce numéro 3. Et donc il va pouvoir aussi accéder à l'ensemble de la documentation des attributs associés à la pièce numéro 3. Et donc ça, c'est intéressant. On peut aussi voir toutes les arborescences auxquelles appartient cet objet, et donc pouvoir commencer à s'organiser de cette manière. Alors là, je vous ai montré des groupes d'équipements. On peut créer des groupes d'équipements, on peut aussi créer des groupes de pièces. La pièce est un objet comme un autre, et donc ce qui va m'intéresser, c'est de commencer à créer des groupes de pièces pour pouvoir organiser mes espaces. Donc là, par exemple, je vous ai déjà pré-créé un groupe de pièces qui s'appelle Occupation, dans lequel il se trouve que sur ce bâtiment, j'ai pas mal d'entreprises, c'est une pépinière d'entreprises, donc j'ai pas mal d'entreprises qui occupent ce bâtiment, et moi ce qui m'intéresse, c'est de lister les entreprises et de lister quels sont les espaces et les pièces associés à chacune de ces entreprises, pour pouvoir ensuite venir visualiser concrètement qui occupe quel espace. Alors là, tout ça, pareil, on peut le créer dynamiquement. Si par exemple, moi je veux dire que Spinalcom, on occupe ses bureaux, et puis demain, on va occuper ces 3 bureaux de plus. Donc moi j'aimerais bien savoir quel est ce bureau, je vais dans la documentation, je vois que ce bureau c'est la pièce 50, le bureau d'à côté c'est la pièce 51. Là j'ai deux manières de venir associer
des pièces à différents bureaux, soit à différents groupes. Donc soit je clique directement sur la pièce, je vais associer la pièce à un groupe, je choisis ma gestion de l'espace, mon occupation, Spinalcom, je l'ajoute, et donc maintenant cette pièce appartient au groupe d'occupation Spinalcom, soit je vais directement ici sur Spinalcom, je regarde la liste de l'ensemble des pièces, je connais l'identifiant des pièces que je veux associer, donc là, par exemple, la pièce 51, je vais l'associer, puis la pièce 52, je vais l'associer, et là, je clique, donc je le fais de manière un petit peu plus groupée, et puis là, pareil, maintenant, toutes ces pièces appartiennent au groupe de pièces Spinalcom, donc en gros, dans le plan d'occupation des sols, je viens d'associer à Spinalcom 3 nouvelles pièces. Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que on utilise les données de la maquette BIM pour faire de l'association d'attributs, de l'association avec de la documentation, de la réorganisation par groupe pour pouvoir finalement créer des groupes d'objets pertinents, que ce soit des pièces ou que ce soit des équipements, pour pouvoir associer ces groupes, pouvoir parcourir finalement la description de mon bâtiment de plusieurs manières différentes, soit d'une manière géographique, bâtiment, étage, local, zone, soit par groupe de pièces, parce que je veux simplement avoir toutes les pièces Spinalcom. Alors ça, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est pas simplement de le faire ici et de l'avoir dans une interface qui peut être utilisée par une personne un petit peu qualifiée qui est capable d'organiser tout ça. Ce qu'on veut faire, c'est le partager ensuite. Quand on parle de digitalisation, quand on parle de BIM d'exploitation, de gestion exploitation maintenance, on s'adresse pas qu'à une personne dans le bâtiment, on s'adresse à un ensemble de personnes qui peuvent être la direction immobilière, qui peuvent être les mainteneurs, qui peuvent être les occupants, en gros, toutes les parties prenantes du bâtiment. Et ce qui va être intéressant, c'est pas seulement de faire ça dans une interface, mais c'est de partager cette information avec des droits particuliers en fonction de la personne avec laquelle on partage. Là, vous voyez qu'on est dans une interface dans laquelle on a beaucoup de droits. Je peux faire des associations, créer des groupes, associer de la documentation. On a énormément de droits. Maintenant, moi, je viens de créer ce plan d'occupation des espaces. Et ce qui va m'intéresser avec ce plan d'occupation des espaces, c'est de le partager un peu avec tout le monde. Donc, toutes les parties prenantes pour qu'elles soient complètement autonomes, savoir quel espace est occupé par qui, savoir potentiellement calculer des mètres carrés, mais pas, par contre, sans les droits de modification. Donc là, en fait, toutes ces données, on est capable de venir vous les partager dans d'autres applications. Donc, si je vous clique par exemple sur ce jumeau numérique ou cette base de données finalement du bâtiment, on peut ouvrir des applications, par exemple l'application Space Center, et ces applications-là, on les a dans des environnements, on partage les données d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus simple, et surtout avec des droits qui sont complètement différents. Donc là, moi, je me mets dans un autre rôle finalement. Je suis un occupant du bâtiment, où je suis un gestionnaire des espaces et surfaces du bâtiment qui aimerait bien savoir qui est occupé par quoi et quelles sont les surfaces. Et donc là, on a une autre application qui utilise aussi la même maquette BIM. Donc vous voyez bien qu'on a une maquette BIM ou un jumeau numérique qui est partagé par deux applications différentes. Une application qui vous offre beaucoup de droits, une autre application qui en offre beaucoup. Cette deuxième application-là, elle a pour vocation à faire de la gestion simple des espaces. J'ai créé des groupes, donc je vous ai créé là un groupe gestion des espaces. Attendez, je vais juste recharger ma page, comme ça vous voyez aussi toute la démarche. Donc, j'ouvre ma page, je me retrouve avec ma maquette BIM, dans lequel je peux assez simplement voir mon premier étage, zoomer dessus, le voir en vue de dessus, revenir en arrière, voir le deuxième étage, l'avoir en vue de dessus. Et puis ici, j'ai un tableau. Et ce tableau, il va simplement me gérer mes espaces. En gros, récupérer l'ensemble des informations d'occupation des espaces et me l'afficher. Et vous voyez que là, c'est intéressant. Une première chose intéressante, regardez ce tableau. Là, je me mets sur tout le bâtiment. J'ai 1100 mètres carrés qui sont gérés. Je me mets simplement sur le premier étage. J'ai 1022 mètres carrés qui sont gérés. Donc déjà, ce tableau, il est complètement dynamique. Il s'adapte en fonction de ce que je regarde. Et puis ensuite, je peux aller globalement dans ma gestion de l'occupation. Et dans cette gestion de l'occupation, je retrouve exactement les mêmes données que celles que j'avais fait en amont, c'est-à-dire je retrouve tous les occupants de ce bâtiment et je peux visualiser globalement en un clic qui occupe quel espace d'une manière très simple et en lecture seule. De cette manière-là, cette application, globalement, elle a deux objectifs. Non seulement elle me permet de partager les données avec des droits qui sont différents à des personnes différentes, mais vous voyez que dans cette application, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres informations qui apparaissent de manière aussi plus simple, plus détaillée. Dans ce tableau, j'ai le tableau de gestion des espaces dans lequel Spinalcom, on occupe 15 pièces.
Ces 15 pièces ont un total de 232 mètres carrés, et puis si je veux, je peux aller dans le détail des pièces et voir quelle pièce correspond à quel espace directement dans le bâtiment. Donc finalement, j'ai un outil beaucoup plus simple qui va me permettre non seulement de retrouver les données que j'avais avant, de les partager avec des droits différents, mais surtout de faire des calculs que j'avais pas dans la première interface, parce que le rôle de cette première interface, c'était pas de faire des calculs de surface. Et tout ça, dans cette application, je vais pouvoir aussi l'exporter. Je peux l'exporter directement en Excel pour avoir mon tableau des espaces directement avec l'ensemble des métriques. Donc là, j'ai l'ensemble des pièces qui sont occupées par Spinalcom avec le nombre de mètres carrés de chaque pièce. Et chaque tableau de cet environnement, globalement, est capable de me fournir des métriques déjà consolidées par pièce. Et ces métriques, je peux le retrouver sur la liste de mes espaces SIM, mais je peux aussi retrouver dans un dashboard qui va me renvoyer par occupant le nombre de mètres carrés occupés par cet occupant, et puis globalement, quelle est la distribution des mètres carrés. Et ça, pareil, ce sont des tableaux qui sont non seulement à l'échelle de l'étage que je suis en train de regarder, mais si je reviens à l'échelle du bâtiment, ils se remettent directement à jour, parce que là, j'observe directement le bâtiment, et si je reviens sur le niveau 1, sur lequel j'ai qu'un seul occupant, il se met à jour aussi directement sur le niveau. Donc là, ce que je vous ai montré, c'était la capacité à récupérer de l'information, plutôt statique, maquette BIM, à ajouter des nouvelles informations. Donc là, j'ai ajouté juste de la documentation. On peut aussi rajouter des attributs. Et puis, la capacité à venir réorganiser cette information et la partager avec des droits différents. Donc là, je vais monter encore d'un cran maintenant dans la gestion de ce qu'on peut faire avec. Dans la gestion de ce qu'on peut faire avec ces outils, on peut commencer à gérer, je vous l'ai dit, les attributs. Gérer des attributs, je peux le faire soit un par un. Je clique sur un objet, un espace, et je vais globalement aller dans les attributs de cet objet, cet espace, et ces attributs, je vais pouvoir les ajouter un à un. Mais je peux aussi le faire par ce qu'on appelle des nomenclatures ou des listes d'attributs. Donc là, par exemple, je vais aller dans mon bâtiment, sur mon premier étage, et je peux aller créer des nomenclatures. Donc là, sur cet étage-là, voilà tous les objets que j'ai en dessous. Donc, je peux avoir des objets BIM, des étages ou des pièces. Je peux créer une nomenclature de pièces. Donc là, je vais retrouver toutes les pièces de cet étage-là. Quand je clique dessus, ça me permet de zoomer en plus sur chacune des pièces. Donc, il y a toujours quelque chose qui est très intéressant quand on fait du BIM d'exploitation, c'est cette capacité à venir contextualiser l'information. Voilà, je ne suis pas en train de travailler sur un tableau. J'ai toujours un tableau à côté. Et à côté de ce tableau, j'ai toujours globalement la contextualisation. Donc, on me dit concrètement où je suis dans mon bâtiment et dans mon espace. Et puis ensuite, cette nomenclature, je vais pouvoir venir lui associer des profils et créer des nomenclatures qui vont me permettre de venir visualiser les données par groupe. Donc là, par exemple, pour les pièces, je visualise la surface et le volume d'un seul coup. Je peux venir exporter ces données aussi dans un groupe, toujours avec cette fonction d'import-export Excel qui me permet, quand je crée une liste et une nomenclature, de pouvoir venir l'exporter avec les informations de surface et de volume directement dans un fichier Excel. Très important cette fonctionnalité parce que aujourd'hui, tous les outils ne sont pas encore ouverts avec des API ouvertes documentées. Et par contre, beaucoup d'outils sont capables de, on va dire, s'échanger des fichiers Excel. Et donc, vous verrez qu'à chaque fois, dans tous nos outils, à chaque fois qu'on est capable de réaliser des listes et des tableaux, on est capable d'exporter ce tableau sous Excel. Et puis de la même manière, une fois que j'ai une nomenclature ici, je peux soit échanger les données, soit afficher des nomenclatures. Et donc ces nomenclatures, je peux les configurer. Donc j'ai pas mal d'applications pour les montrer au fur et à mesure. Toutes ces outils, vous les retrouvez dans notre centre de ressources sur la documentation, mais qui permettent par exemple de changer la configuration de ma nomenclature. Donc là, j'ai une nomenclature particulière qui a été créée avec un profil particulier que je récupère ici, dans lequel j'affiche finalement sur cette nomenclature des données spatiales correspondant à l'air et au volume. Bon, si je me mets en mode edit et puis que finalement je ne veux plus afficher le volume, je sauve, et bien finalement dans ma nomenclature, le volume ne s'affiche plus. Et donc là, ça me permet de créer finalement des profils de nomenclature qu'on va pouvoir associer soit à un tableau de pièces, soit un tableau d'équipement, soit un tableau d'espace. Enfin, finalement, peu importe le type d'objet que vous avez dans votre maquette ou qu'on est capable de créer, parce qu'on est capable aussi de créer des nomenclatures de points de mesure, finalement, on sera capable de créer de ces listes, de pouvoir assigner des nouveaux attributs par liste et pouvoir les exporter, les importer d'Excel. Alors là, on a fait les 2 premières étapes de notre pyramide. On a récupéré une maquette BIM, on l'a affichée,
on a transformé un petit peu et on a partagé avec des droits particuliers. Maintenant, on va commencer à vouloir interagir concrètement avec sa maquette. Interagir avec sa maquette, ça veut dire, par exemple, que j'ai une pièce ici et moi, cette pièce, j'aimerais bien donc déjà la localiser. Donc, pour la localiser, je vais me retrouver, ça c'est la pièce 7. Je peux aussi simplement la sélectionner dans mon arborescence. Donc là, je me retrouve sur la pièce 7. Et sur cette pièce, alors cette pièce, il se trouve qu'elle fait partie, si je regarde mon plan d'occupation, du Fab Lab, et j'aimerais bien, et donc c'est une salle de réunion du Fab Lab, et j'aimerais bien, globalement, pouvoir lui associer une action de maintenance ou une réservation. Là, maintenant, sur cette pièce, vous voyez qu'on a pas mal d'applications, et donc on a des applications qui permettent de gérer des réservations sur la pièce. Et donc moi, j'ai déjà préparé globalement un ensemble de choses. Donc là, je viens de charger l'annuaire sur la pièce, et voilà, enfin l'annuaire, l'agenda de la pièce, et je vois que j'ai une réunion qui a été prévue aujourd'hui. Donc je peux donc là, je vois que j'ai cette réunion prévue aujourd'hui sur la pièce, mais je pourrais rajouter des réunions. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est capable de rajouter, par exemple, des organisations de réservation. Donc je peux avoir des typologies de réunions, réunions partenaires, réunions clients, réunions d'équipe. Et moi, sur cette pièce, ce que je vais venir faire, c'est rajouter une nouvelle réservation d'espace. Donc c'est une réservation pour une réunion avec mon équipe. Voilà. Et puis cette réunion, je vais la booker le vendredi 23 et à partir de maintenant et pour une heure. Voilà. Et ça, c'est je lui donne un titre. Et donc maintenant, je vais pouvoir commencer à interagir aussi en rajoutant une réunion spécifique. Alors en plus, j'ai donné des couleurs à mes réunions, ce qui veut dire que sur cet espace-là, je vois globalement, je peux commencer à interagir, c'est-à-dire à réserver ou ajouter un événement spécifique sur une pièce ou sur un équipement d'ailleurs. Je peux réserver un équipement aussi sur un équipement particulier et visualiser cette réservation et commencer à rentrer dans ce que j'ai réalisé et puis dans ce que j'ai réservé et puis à cibler ou à éditer ou à modifier cette réservation. Alors ça, c'est un premier type d'interaction. Un deuxième type d'interaction, ça peut être, je me mets sur un équipement et j'ai simplement envie de laisser quelque chose de très simple, une annotation. Donc là, je me suis mis sur cet équipement, j'ai laissé une annotation en disant à quelqu'un d'autre, globalement, regarde, voilà, j'observe cet équipement, donc sur l'annotation, je peux soit associer un petit message, soit associer une prise de vue. Donc là, sur cette annotation, je me mets sur cette prise de vue, je crée cette prise de vue et je l'envoie, et hop, ça envoie une prise de vue correspondant à celle que j'ai fait, ou bien encore mieux, commencer à laisser une annotation avec un contexte globalement. Et là, c'est un point de vue. Donc là, par exemple, sur cette annotation, j'ai dit, bah, regarde, je suis en train de regarder cet élément-là, mais mets-toi sur ta plateforme avec tes droits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement partager un point de vue, et après, on est capable de restaurer un point de vue pour partager concrètement un point de vue sur un endroit ou un point de vue concrètement, un peu comme un BCF, mais directement collaboratif en temps réel sur cet environnement. Donc deux personnes qui sont connectées au même environnement vont pouvoir commencer à se partager des notes, des points de vue, des images, de la documentation directement à partir de cette plateforme. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que finalement, ça permet toujours, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on fait du BIM et du BIM d'exploitation? Parce que on souhaite non pas simplement partager des données, on veut contextualiser toutes les données qu'on partage. Et donc le point de vue ou l'image, ça permet vraiment de contextualiser l'ensemble de ces informations. Et chaque annotation est répliquée, on va pouvoir les répliquer dans l'arborescence ici, et à chaque fois qu'on a ajouté une annotation, on va pouvoir la géolocaliser, et ça c'est très important. Alors troisième chose dans les interactions, je vous ai montré la gestion d'événements, le fait qu'on puisse réserver, par exemple, des espaces. Je vous ai montré le fait qu'on puisse annoter des espaces. Et finalement, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant qui est la gestion d'incidents et la gestion de tickets. J'ai envie de dire que ce climatiseur ne fonctionne pas. Là, de la même manière, dans l'ensemble des applications, on a des tickets. Donc là, sur ce climatiseur, j'ai pas encore créé de ticket. Là, je peux créer un ticket. Donc, j'ai créé une arborescence de tickets de maintenance, par exemple, sur lequel je peux dire que c'est du second œuvre électrique, etc. Là, globalement, c'est un process plutôt CVC. Voilà. Et donc, sur ce process CVC, je vais pouvoir déclarer un ticket. Donc, la climatisation ne marche pas. Je dis que c'est un ticket plutôt normal. Je peux associer même un message. Je sauve. Et donc là, maintenant, sur ce climatiseur, j'ai un ticket directement. Et si je veux rajouter de l'information, je vais aller globalement dans le détail du ticket. Et puis je vais commencer à pouvoir ajouter justement ce point de vue.
Alors, non seulement le ticket est déjà associé à l'objet, mais si je veux vraiment rajouter un point de vue, je vais me remettre, là j'ai zoomé dessus, je vais me remettre sur cette vue, je clique ici, je me mets par exemple dans cette vue-là, et je commence à associer un point de vue. Donc là, hop, j'ai ce point de vue qui est associé au ticket, je vois quand est-ce que je l'ai déclaré, je vois qui l'a déclaré, mais surtout, de la même manière, si quelqu'un sort et reprend le ticket ici, eh bien finalement, je vais pouvoir aller dans le détail du ticket, reprendre mon point de vue, restaurer ce point de vue, qui va me zoomer directement sur cet endroit. J'ai un ticket de maintenance, c'est intéressant d'avoir un ticket de maintenance. Moi, ce que je veux savoir, c'est pas simplement qu'il y a un ticket de maintenance, je veux savoir où est ce ticket de maintenance. Et puis surtout derrière, ça c'est un climatiseur. Je peux cliquer dessus maintenant, accéder à sa documentation, et hop, je vais accéder dans la documentation climatiseur Daikin, et je vais pouvoir télécharger la documentation correspondant à ce climatiseur. En 2 secondes, j'ai visualisé un ticket, je l'ai géolocalisé dans l'espace, j'ai récupéré sa documentation. Là où normalement, juste ce type d'information peut prendre plusieurs dizaines de minutes, ou voire la moyenne c'est 45 minutes pour trouver l'ensemble de ces informations sur un ticket. Et là en plus on est sur un bâtiment qui est un bâtiment de démonstration, qui est le bâtiment sur lequel on est, qui est un bâtiment de 3000 m². Imaginez dans une tour de 40 000 m², le temps qu'on perd pour trouver la bonne information. Là on est vraiment, voilà à quoi sert le BIM d'exploitation, voilà ce qu'on peut faire avec. Alors ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est finalement les 3 premières briques. Je commence à décrire le bâtiment. Décrire ce bâtiment, je peux le parcourir de plusieurs manières. Donc, je crée des regroupements, des arborescences. Je commence à enrichir finalement ce bâtiment. Ça, c'est les premières choses. Un peu la base statique documentaire. La deuxième chose qu'on va peut-être même mettre en premier, c'est la capacité à partager ces informations de plusieurs manières avec plusieurs droits différents, parce que tout le monde ne doit pas avoir la même visualisation, n'a pas la même connaissance, n'a pas besoin des mêmes interfaces et surtout n'a pas les mêmes droits d'accès à l'ensemble des données. Et la troisième chose, c'est que je commence à interagir, alors de manière pas encore complètement dynamique, mais interagir avec des choses qui sont assez standards, qui sont la gestion d'annotation, toujours géolocalisée, la gestion d'événements ou de réservations d'espace et la gestion de tickets ou d'incidents dans le bâtiment. Et ces 3 choses en permanence géolocalisées. Ce qui arrive juste après, alors qu'on va peut-être pas aborder dans le détail aujourd'hui parce qu'on aimerait avoir pas mal de questions. Ce qui va arriver juste après, je suis persuadé que vous l'attendez, c'est la capacité à venir se connecter et interagir de manière dynamique. Alors ce que je peux juste vous montrer et qu'on abordera dans un prochain webinar, c'est qu'on est aussi capable, bien sûr, de maintenant connecter des objets connectés, de l'IoT, de la GTB, de la GMAO. Ça, je vais juste vous le montrer 2 secondes sur un système qu'on a déjà préconfiguré, dans lequel, quand on a un équipement, je vous ai dit que j'ai plein de solutions, mais là, j'ai commencé à connecter des objets. Donc là, c'est vraiment l'étape d'après, sur laquelle maintenant, on peut venir connecter en temps réel de l'information, sur lequel on peut revenir sur l'historique de température et globalement commencer à monitorer et à piloter le bâtiment en temps réel. Ça, c'est ce qu'on fera lors d'une première étape. Mais surtout, dans la 5e étape de connexion, il y a une chose qui est très importante, c'est cette capacité à partager et à connecter aussi d'un autre point de vue. Et là, c'est ce qu'on appelle l'API. Et donc, toutes les données que je vous ai montrées, moi, je vous les ai montrées sur une interface qui permet soit de réaliser le studio, qui permet de développer les connexions, qui me donne tous les droits de modification, ou une autre application qui me permet d'avoir l'autonomie en visualisation et qui m'offre en plus des outils très simples de calcul de surface. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le partager avec d'autres applications. Et donc, toutes les données que je vous ai montrées là, absolument toutes, sont disponibles dans ce qu'on appelle l'API unifiée du bâtiment. Sur un point d'entrée, une API unique, vous avez accès à l'ensemble des données du bâtiment. Donc derrière ça se cache bien sûr le BOSS. Le BOSS est l'ensemble de la base de données, Graph qui va avec, et l'API Graph qui va avec ce BOSS, qui permet par exemple, la première chose que je vous ai montrée, c'est cette capacité à avoir une organisation spatiale des données, bâtiment, étage, local, équipement. Et bien finalement, cette API, elle vous permet de retrouver et de fournir à une autre application informatique exactement ce contexte géographique. Donc, c'est la 3e API que vous voyez là, qui vous permet même, en le testant, de récupérer l'intégralité de ce contexte géographique dans lequel vous pouvez retrouver ici le bâtiment, les étages, les espaces et les équipements qui sont à l'intérieur dans un format qu'on appelle JSON qui va pouvoir être utilisé par d'autres applications que celles que nous on propose.
Je vais m'arrêter là parce que ça, ce sera le sujet d'un autre webinar, mais je veux juste revenir sur une chose qui me semble importante, qui est, vous voyez, le BIM d'exploitation, c'est pas une application. C'est un jumeau numérique, un modèle de données partagé par 1, 2, 3, 4, 5 applications et même partagé via des API pour que demain, 10, 20, 30, 50 applications puissent réutiliser les données. Le BIM d'exploitation, c'est pas une application, c'est un système d'information qui permet de mettre en œuvre 5, 10, 20, 50 applications qui vont toutes réutiliser ces données de la maquette BIM. Pourquoi? Parce qu'on revient exactement à ce que disait Nicolas au début. L'exploitation d'un bâtiment, c'est pas une personne qui exploite, c'est plusieurs dizaines potentiellement de profils de personnes différentes qui ont chacun des applications et des outils différents. Et chacune de ces personnes, chacune de ces parties prenantes est responsable d'une partie de la gestion, de l'exploitation, de la maintenance, de l'occupation, chacun avec son application, avec ses propres droits. Et chacune de ces personnes devrait pouvoir avoir accès à des données aussi qualifiées et d'aussi bonne qualité que ce que peut proposer le BIM aujourd'hui. Donc, on avait une première question qui était peut-on avoir une correspondance entre les tickets et un outil externe de gestion des interventions? Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on vous a présenté nos applications, je dirais, en mode microcosmos Spinalcom. Et Jérémy vous a montré enfin qu'on pouvait tout interconnecter. Donc, effectivement, nos principales expériences, c'est de venir connecter des outils spécifiques, donc une GMAO, un outil de ticketing, de venir récupérer ces tickets et les transférer à une autre application, par exemple une application occupant. C'est typiquement ce qu'on fait pour le siège de Vinci. On a une application occupant simple. Nous, on récupère le ticket, on vient l'enrichir et on le transmet à une GMAO complexe. Et on fait ces allers-retours-là. Donc, bien sûr, le but du jeu, c'est de travailler en partage de données, en bonne intelligence, en synergie avec les applicatifs qui existent déjà. De par ailleurs, mais si ces applicatifs n'existent pas, bah, écoutez, nous, on a aussi ces fonctions qui permettent de le faire. Et pour rajouter dans ce sens-là, évidemment, et c'est l'objectif de l'API, c'est d'être dans un écosystème ouvert. Cette maquette BIM doit être utilisable par tout le monde, y compris des applications existantes, ou bien les données qui sont dans cette maquette BIM doivent être utilisables par des applications existantes. Et même les tickets, globalement, on doit pouvoir les transmettre. Et ça, dans les deux sens. On doit pouvoir les transmettre nous, mais aussi les récupérer. Et donc ça, cette application, cet environnement de BIM d'exploitation, il permet de se connecter avec d'autres applications de manière complètement bidirectionnelle. Ça dépend bien sûr de nous, mais ça dépend de l'application tierce. Il faut que cette application aussi ait ce qu'on appelle des API ouvertes et documentées, et qu'on puisse interagir avec cette application. Ça, c'est un point très important sur lequel on est. Après, deuxième question, peut-on gérer en masse importation, mise à jour des liens entre des équipements et de documentation technique? Alors là, du coup, c'est vraiment une problématique de BIM. Hein. Quand on est en conception, construction, on est avec des fichiers BIM et c'est la croix et la bannière pour leur associer de la documentation. On crée des liens, on crée des métadonnées. Là, on est dans un monde de base de données, donc tout se passe beaucoup mieux. On est capable d'associer et de créer des liens. Ça veut dire que ces liens, on est capable de les importer ou de les exporter très facilement. La documentation qu'a accroché Jérémy, on est capable d'en créer une nomenclature Excel et de venir récupérer ce lien-là. Si on est capable de l'exporter, ça veut dire qu'on est aussi capable de l'importer en masse. Ça veut dire qu'avec les ID des équipements ou les ID des groupes d'équipements, voilà, il y a plusieurs manières de faire, on est capable d'associer de la documentation. Donc, soit de la documentation qui provient d'un serveur Windows ou de manière plus forte, plus efficace, des associés à la documentation qui est dans une GED de projet ou une GED d'entreprise. Voilà. Donc, on est capable de trouver des clés et des ponts entre ce monde du bâtiment digital modélisé, qui est la maquette, qui est le jumeau numérique, et le monde de la GED. Donc, bien sûr que oui, on peut créer ces éléments-là. Autre question, peut-on construire ses propres métriques, par exemple des tantièmes via l'application? Alors, oui, non. Aujourd'hui, on a toutes les données pour calculer des tantièmes et faire des indicateurs, je dirais, spécialisés sur mesure. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore créé, ça fait partie du plan de bataille, hein, de créer un module analytics qui permet de, au sein de l'application, de venir créer, je dirais, sur mesure son propre indicateur. Aujourd'hui, les indicateurs que vous a présenté Jérémy étaient des indicateurs, je dirais, c'est des grands classiques, donc qu'on a câblés, je dirais, une bonne fois pour toutes dans l'application. Si, à date, je dirais, exportez vos données
Et à partir de ces données qui sont à jour et justes, on est capable de faire un indicateur. Mais c'est bien prévu de pouvoir proposer, je dirais, une capacité personnalisée de construire ces indicateurs, dont, par exemple, les calculs de tantième. Là, aujourd'hui, on va vous donner le nombre de mètres carrés affectés à une entreprise. Mais effectivement, on n'a pas fait le ratio par rapport à une copropriété qui avait 10 000 tantièmes. Donc, on n'en est pas loin, mais on ne répond pas complètement à la question. Mais juste de ce point de vue-là, ce type d'indicateur, au fait, vous voyez bien quand on a dit qu'il y avait énormément de personnes qui étaient partie prenante de la gestion et de l'exploitation du bâtiment, c'est-à-dire que les indicateurs intéressants et utiles pour l'ensemble de ces personnes ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, typiquement les tantièmes, bon, est-ce qu'un mainteneur a besoin de ça? Je suis pas sûr. Est-ce qu'un occupant a besoin de ça en dashboard? Je suis pas sûr. Je pense pas. Donc il y a deux choses. Nous, on a une stratégie qui est, on développe des applications et au fur et à mesure on essaie de standardiser des applications. Et effectivement, Nicolas vous l'a dit, ce dashboard ou cette business intelligence du bâtiment est une application ou un environnement applicatif qu'on est en train de développer. Mais aussi, et ça c'est très important, on est dans une démarche complètement ouverte. Ça veut dire que les données brutes nécessaires pour développer ces indicateurs sont déjà disponibles. Quand elles sont disponibles, nous, on peut vous construire des applications, on peut vous construire des API d'indicateurs, mais vous avez aussi, à travers l'API, l'ensemble des données brutes qui vous permettent à vous, à vos partenaires, à un autre éditeur de logiciels, de venir construire cet environnement d'indicateurs directement au-dessus de cette plateforme en réutilisant l'ensemble des données de la plateforme. Les données du bâtiment sont accessibles à travers un point unique qui est cette API, de manière, bien sûr, on gère les droits, donc de manière ouverte, en gérant la sécurité et les droits, ce qui permet, si vous avez un indicateur particulier qu'on n'a pas prévu, parce que nos clients ne l'ont pas demandé, les clients avec qui nous nos clients spécifiques ne nous l'ont pas demandé parce que ça ne correspond pas à l'un de leurs cas d'usage, vous pouvez le créer. Vous pouvez demander à quelqu'un de compétent de le créer, vous pouvez nous demander aussi de le créer de manière soit spécifique, soit, puisque si c'est générique, de l'intégrer peut-être à une application générique qu'on pourra avoir. Mais surtout, c'est quelque chose d'ouvert, il pourrait exister sur le bâtiment 1000 ou 2000 indicateurs demain. Peut-être que nous, on les fera pas tous, mais en tout cas, ils sont tous réalisables et il est possible à tout le monde de les réaliser. Vous pouvez venir brancher votre Power BI directement sur cette plateforme. Donc, du coup, autre question, peut-on fusionner ou couper des espaces? Donc ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un modeler BIM. Ça veut dire que si vous voulez couper ou créer un nouvel espace, vous retéléchargez le fichier natif qui a permis de construire le jumeau numérique, donc là, le bâtiment DEI tel qu'on l'a montré. Vous cloisonnez, vous créez 2 pièces et vous rechargez et vous régénérez le jumeau numérique. Là, la base de données va conserver tous les liens que vous avez fait avant, mais par contre, elle va créer un nouvel espace. Et ce nouvel espace, vous pouvez l'insérer dans votre système. Donc aujourd'hui, on n'a pas la prétention de recréer un modeler qui est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Par contre, on conserve toutes les données et tous les liens que vous avez fait avant. Donc, on ne met à jour la maquette numérique que quand on modifie spatialement le bâtiment. Donc, typiquement, cloisonnement, recloisonnement, ces éléments-là, ou dans des cas de rénovation où on vient déplacer des équipements. Tout le reste, toutes les données qui sont alphanumériques, des liens, des documents ou des données externes sont gérées directement dans le système d'information, donc dans la base de données, sans qu'on ait besoin de, je dirais, modifier cette maquette numérique. C'est pour ça aussi qu'on fera un webinaire spécifique sur la démarche de mise en œuvre. C'est là où on a besoin de maîtrise d'œuvre éclairée, d'assistants à maîtrise d'ouvrage éclairés sur qu'est-ce qu'on a besoin pour exploiter et maintenir. Donc, quel est le dernier livrable, je dirais, de la construction, qu'on puisse le récupérer et avoir cette continuité numérique. Donc là-dessus, on a écrit déjà dans le centre de ressources quelques éléments. Alors, je vais peut-être ajouter aussi une chose. Je pense que ça peut être important, cette notion de référentiel commande donnée. C'est vrai que dans toutes les applications dédiées, je suis dans ma petite application et hop, je découpe pour moi-même le bâtiment ou mon espace. Ça, c'est bien, mais ça veut dire que votre application, quand vous le faites de votre côté, là, n'est plus compatible avec toutes les applications qui n'ont pas fait exactement le même découpage. Entre guillemets, vous commencez à avoir un deuxième référentiel bâtiment, puis un troisième, puis un quatrième. Puis dans le temps, tout ça, ça diverge et finalement, plus aucune vision du bâtiment n'est cohérente entre deux applications, entre deux parties prenantes.
Là, il y a quand même un objectif. Et pourquoi finalement on ne sera pas, nous, un modeleur BIM? Alors, d'une part, parce qu'effectivement, il faut quand même, c'est pas des applications qui sont simples à développer, c'est des applications qui sont très très riches, les modeleurs. Mais d'autre part, parce que d'un point de vue du principe, le bâtiment, il y en a un. Sa description, il y en a une. Après, je peux mettre des alias, je peux rajouter des données financières qui sont utiles pour l'un, et puis des données de maintenance qui sont utiles pour l'autre, mais le bâtiment, il est unique. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir une description unique de qualité partagée par tout le monde dans le bâtiment. Je digitalise un bâtiment, non pas simplement voilà, parce que je veux faire en sorte que tout le monde puisse collaborer de manière saine, cohérente autour du bâtiment. Et ça veut dire que pourquoi la description, connaître, savoir, est le socle de la pyramide? Parce que ça, il faut que ce soit partagé par tout le monde. Ce qu'on appelle un référentiel commun de description du bâtiment. C'est l'une des plus grosses problématiques qu'il faut justement résoudre. Et le BIM nous permet de résoudre cette problématique. Et le BIM, gestion, exploitation, maintenance, c'est la capacité à partager ce référentiel commun de description du bâtiment entre toutes les parties prenantes. Donc on ne fait pas n'importe quoi quand on modifie son bâtiment, on le modifie parce que le bâtiment réel a été modifié, parce qu'il y a eu des travaux, parce qu'il y a eu un recloisonnement. Ce recloisonnement, il va impliquer finalement des choses importantes sur toutes les applications qui utilisent le bâtiment. Normalement, toutes les applications sont censées, qui agissent sur le bâtiment, sont censées savoir qu'il y a eu ce recloisonnement. Je recloisonne, je supprime une salle de réunion, il y avait 2 salles, je supprime une des salles et je crée une grande salle de réunion. L'AGTB doit être au courant, donc l'application de BIM d'exploitation de supervision doit être au courant, l'application de BIM d'exploitation de maintenance doit être au courant, l'application de BIM d'exploitation de réservation des espaces de réunion doit être au courant, etc., etc., etc. Et l'application de BIM d'exploitation de gestion des espaces pour la direction immobilière doit être au courant, et tout ça, ça doit se mettre à jour. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a un processus qualité qui est important sur la gestion de ce socle de description du bâtiment. Ensuite, une question. Pour les métriques, peut-on avoir une vision dynamique? La réponse est oui. Ce matin, on a fait une démonstration, je dirais, phase 1 de la donnée. Donc, on a simplement utilisé de la donnée descriptive du BIM, de la donnée statique documentaire. Et Jérémy, à la fin, vous a montré les possibilités qu'on puisse connecter de la donnée dynamique. Ça veut dire que si vous reprenez mon ancien webinar, on avait inventé le quotient intellectuel du bâtiment où on venait ajouter des familles de données. Donc, j'avais dit niveau 1, le BIM, niveau 2, le BIM et la doc. C'est ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Prochain webinaire, on va aller jusque le BIM, la documentation, toutes les données statiques et les données dynamiques du bâtiment et les données d'usage pour avoir des indicateurs complexes de type j'avais prévu que ce bâtiment soit occupé à 50%. Le calendrier de réservation m'indique 70%. Et l'usage réel du bâtiment m'indique 30%, parce que j'ai récupéré les capteurs de comptage, les capteurs de présence, et j'ai assemblé, j'ai fusionné, j'ai fait converger ces 3 mondes que sont le BIM, l'IT et l'OT. Donc, dans un prochain webinaire, je répondrai, on fera ces indicateurs complexes. Donc, sur la pyramide qui est affichée à l'écran, on s'est concentré aujourd'hui sur les parties 1, 2, 3, et on n'a pas trop abordé la partie 4, connecter, automatiser, puis moins la partie corrélée, prévoir, analyser. Ensuite, c'était... est-ce qu'on peut faire des scénarios d'occupation en mode projet? La réponse est oui. Un scénario d'affectation, c'est un groupe, c'est comme une branche dans notre base de données. Donc, c'est une organisation, de la même manière qu'on construit des organisations de tickets, de groupes, et ben, on va pouvoir créer des scénario 1, 2, 3 d'affectation. Donc, là-dessus, pas de souci. Peut-on modifier l'affichage des maquettes en fonction de l'utilisateur? Donc là, effectivement, on est allé un peu plus vite. C'est ce qu'on appelle construire une scène. Nous, l'aspect visuel, je dirais la 3D est une propriété de l'objet qui est dans notre base de données. Donc, on peut créer des scènes avec plus ou moins d'objets. Effectivement, si on récupère une maquette de dossier d'ouvrage exécuté extrêmement riche, peut-être qu'on n'a pas besoin pour l'ensemble des utilisateurs de leur partager cette richesse d'informations. Donc, on va créer une scène spécifique qu'on va appeler, par exemple, pour le mainteneur, pour le directeur immobilier. On va venir sélectionner des familles ou des groupes d'objets qu'on a envie de voir. D'accord? Donc, nous, on dissocie bien ce qu'on voit de ce qu'on peut toucher en termes de données. Et du coup, on peut vraiment faire les deux par profil et par sécurité. Donc, là-dessus, pas de problème là-dessus. Une autre question, le fichage de maquette, c'est bon. Voulez-vous dire que séparer les coûts de run liés au BIM, faible coût que l'exploitation courante? Alors, du coup, c'est
Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de mettre la donnée au milieu du bâtiment. Ça veut dire qu'elle soit unique, qu'elle soit partagée, qu'elle soit transmise à l'ensemble des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, en données d'entrée, on accepte des maquettes BIM de très nombreux formats, dont le format interopérable IFC. Surtout, nous, on travaille avec les formats natifs parce qu'ils sont plus riches d'informations que ce format IFC. On le met au milieu. Et du coup, au lieu d'avoir une maintenance pour chacun des outils, Jérémy vous disait, on a créé une nouvelle salle de réunion. Je renomme ma salle de réunion, je l'appelle Victor Hugo. Il faut bien que l'ensemble des systèmes soient informés qu'il y a Victor Hugo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sinon, chaque application, chaque prestataire, chaque, responsable de système d'information doit mettre à jour la salle Victor Hugo pour que et la Outlook, et la gestion de la maintenance, et la gestion des salles, et voilà, je pourrais en citer plein, soient à jour. Donc, on est convaincu qu'avec cette démarche de partage et d'ouverture de la donnée, on arrivera à avoir des optimisations drastiques, des coûts de fonctionnement de la gestion, exploitation, maintenance, au sens large. Et ça, je pense que la question, elle amène aussi à autre chose qui est, là, ce qu'on vous présente, c'est un outil ou un ensemble d'outils. Donc, une plateforme technologique qui utilise un modèle de données qui est le BIM, on le transforme en un jumeau numérique et ensuite, il fournit des outils. Maintenant, l'objectif du BIM en phase de conception, c'était pas qu'un outil, c'était un outil, des process un processus de collaboration et une organisation de la collaboration. Et on voit bien que un outil ne suffit pas si on n'a pas mis une organisation autour et des process autour. Et donc, quand on parle de BIM-GEM, je pense qu'il faut avoir la même approche. Non seulement le BIM-GEM, c'est pas un outil, c'est un ensemble d'outils pour l'ensemble des parties prenantes de l'exploitation qui vont utiliser un modèle de données unifié issu de la maquette BIM qu'on appelle un jumeau numérique, mais surtout, il y a des process à mettre en œuvre. Et donc, quand on dit qu'on veut séparer le run lié au BIM, par exemple, bien, dans votre bâtiment existant aujourd'hui, vous séparez dans la partie run les gens qui sont responsables de la mise à jour des plans. Considérez que le BIM, ça remplace le plan de manière plus précise, de manière plus utilisable de manière informatique. Voilà, ben, vous avez toujours quelqu'un qui est responsable finalement de la remise à jour et du maintien en conditions opérationnelles, si vous préférez, du référentiel unique de description du bâtiment. Et ça, une fois qu'on l'a maintenu, là où hier, c'est bien, j'ai mis à jour des plans, mais si on me les a pas donnés, j'ai pas remis à jour mon application, et donc mes 25 applications de gestion du bâtiment, il n'y en a aucune qui est compatible avec l'autre et aucune qui est à jour. Et bien là, avec ce processus, avec ces outils et le processus mis en place à côté, on est capable d'avoir un processus qualité de mise à jour du référentiel de description du bâtiment à partir de la maquette BIM, qui va être automatiquement partagé avec l'ensemble des applications qui se réfèrent à ce référentiel, qui utilisent ce référentiel, qui, elles, pourront être mises à jour et donc maintenues à jour, là où hier, elles ne l'étaient pas. Et donc, effectivement, ces outils sont accompagnés par un processus et par une organisation, et c'est aussi important que l'outil. On est dans un processus collaboratif, il faut avoir une organisation collaborative en gestion exploitation maintenance, et je pense que ça fera le cadre d'un futur webinaire lié à l'exploitation et à la maintenance, au processus collaboratif d'exploitation et maintenance. Eh bien, écoutez, il est midi pile. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, des éléments. On a tenu nos délais. Bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Je me permets de refaire la publicité de notre centre de ressources où on a beaucoup écrit sur l'ensemble de ces éléments. Pareil, la démarche est ouverte. Donc, on veut vraiment la partager, la challenger avec vous et avoir ces éléments-là. Donc, sur notre site internet spinalcom.com, vous avez en haut ressources et vous avez centre de ressources. Dans ce centre de ressources, vous retrouverez l'ensemble des informations pour le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, ses AMO, mais aussi le futur intégrateur du système d'exploitation du bâtiment. Et enfin, pour la partie développeur. Donc, vous retrouverez vraiment ces éléments-là. Et toutes les semaines, on essaye d'enrichir ces informations. Donc, du coup, n'hésitez pas à y revenir souvent. Et je pense que cette dernière question sur l'organisation du processus collaboratif en exploitation, c'est quelque chose qu'on va mettre rapidement sur notre centre de ressources. En tout cas, en termes de réflexion, l'objectif, encore une fois, je viens de le dire, c'est que vous puissiez le critiquer et qu'on puisse l'améliorer au fur et à mesure pour qu'à la fin, on ait vraiment un centre de ressources sur le bâtiment digital qui soit utilisable par tout le monde et qui fasse vraiment son rôle de partage de l'ensemble des processus. Écoutez, je vous remercie pour votre présence.
Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures du bâtiment digital de demain. Je vous souhaite une bonne journée. Vous souhaitez mener à bien la révolution digitale de vos bâtiments? Contactez-nous pour échanger sur votre projet.